Et il y a un dicton, tu vois, c'est les gagnants n'abandonnent jamais. C'est cool, hein, franchement, ça fait vendre et tout. Sur Insta, ça fait cliquer et tout, c'est magnifique. Mais moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que vos invests avancent à grands pas. Faites attention, hein, c'est bientôt la fin d'année et on va commencer à clôturer gentiment cette année pour préparer la rentrée de janvier prochain. Bon, nouvelle année dit compteur remis à zéro. J'ai déjà programmé deux petites visites qui sont plutôt intéressantes et qui, si tout roule, seront signées, je pense, pour janvier, pour entamer cette nouvelle année de la bonne manière. Bon, cette semaine, j'ai un départ de locataire. On va faire les travaux dans la foulée. Par contre, ce qui me saoule, c'est que le mec, je lui envoie des messages pour prévoir la date, etc. Putain, le mec, c'est un fantôme. Putain, ça m'énerve. Les gens n'ont pas de savoir-vivre. C'est ouf. Donc ouais, donc départ de locataire, on va faire les travaux dans la foulée et on va relouer. Et je vais certainement avoir un autre départ à prévoir bientôt d'un autre de mes locataires. Et je voulais vous parler de celui-là parce que c'est une histoire qui est, comment dire, un peu triste. Grosso modo, j'ai un couple de locataires la dame doit avoir la cinquantaine, je pense, à peu près, et monsieur dans la soixantaine. Et vraiment, franchement, c'est vraiment des locataires tip-top, très bien. J'ai jamais eu aucun problème avec eux. Ils ont toujours payé à temps, ils m'ont jamais fait d'histoire. C'est le genre de locataire, tu sais, quand j'ai eu ma petite fille, ils m'ont offert un cadeau, etc. Et tu vois, c'est des locataires à qui j'offre tous les ans des chocolats, une ristourne sur le dernier loyer de décembre, etc., etc. Donc vraiment, vraiment une bonne relation, tu vois. Une relation que j'espère tout propriétaire a avec son locataire, tu vois le truc. Malheureusement, on est loin du compte. Et donc, bah, je reçois un message de ces personnes la semaine dernière. Et ils me disent: bonjour, monsieur Touchard, est-ce que vous pourriez passer à la maison qu'on discute de quelque chose, etc. Bon, malheureusement, je suis pas sur place, donc je m'empresse de les appeler. Et en fait, quand j'entends sa voix, quand il me dit bonjour, tu vois, je sais qu'il y a un problème. Je sais pas quoi, mais je l'entends dans le ton de sa voix que c'est grave, tu vois. Et donc, il m'appelle, pardon, et donc il m'explique que bah, ils vont devoir quitter le logement parce que monsieur est tout jeune retraité, donc ça fait même pas un mois qu'il est à la retraite. Et en fait, il m'explique que bah, sa pension durement acquise pendant à peu près 40 ans de travail, 40 années à travailler dur, ce monsieur est agent d'entretien dans des hôpitaux, il me semble. Donc 40 années à travailler ne lui rapporte que 900 euros et quelques. Et donc il m'explique que bah, avec un loyer à 550, ça matche plus trop quoi. Et franchement, ça m'attriste vraiment pour eux. Parce qu'en plus, tu vois, une fois on avait parlé, genre leur but c'était, une fois que monsieur était à la retraite, c'était d'aller finir leurs vieux jours à Toulon. Et malheureusement, leur rêve se réalisera jamais, tu vois. Et vraiment, je suis vraiment désolé pour eux, ça me fait vraiment chier. Et je vous raconte ça juste pour que ça vous fasse un électrochoc, bordel. Bosser toute une vie pour 900 euros, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous voulez compter, est-ce que vous voulez finir votre vie à compter les centimes pour aller acheter du pain? Je pense pas. Donc vous devez bouger votre cul maintenant. C'est pas à 60 ans que les choses vont changer. Mettez de, votre, mettez de côté votre besoin immédiat, prenez vos responsabilités et investissez pour votre futur. Tu vois, ça me fait chier pour eux. Malheureusement, ils payent des mauvais choix depuis quelques années. Ils payent, c'est le total de leurs mauvais choix. Pas d'investissement, rien. Malheureusement, c'est ce qui va arriver à tout le monde qui ne prend pas, qui compte à 100% sur l'État
pour, comment dire, subvenir à leurs besoins en fin de vie, tu vois, à la retraite. Et c'est triste, bordel. Est-ce que, tu vois, c'est comme, euh, c'est comme un autre truc, mais est-ce que c'est à 60 ans, là, est-ce que tu penses que c'est avec sa retraite de 900 balles à 60 balais qu'il va profiter de la vie? Non, absolument pas. Donc prenez vos responsabilités, les amis, investissez. Balayez, moi, votre besoin de reconnaissance immédiate pour la gratification différée. Plus tard, vous aurez meilleur. Pour vous, pas besoin de retraite. Faites votre retraite vous-même. Ne comptez pas sur l'État. Moi, ça fait... moi, franchement, je pense, hein, vraiment, je pense que nous, ma génération, je suis de la génération 90, je pense que nous, on n'aura pas de retraite. Donc, prenez les choses en main. Faites le nécessaire pour vous. Comptez sur personne d'autre que vous. Voilà. Bon, pour revenir à mes locataires, tu vois, bah du coup, ça m'a attristé un peu. Et je leur ai expliqué que c'était des très bons locataires, que j'avais eu aucun problème avec eux. Donc j'ai baissé le loyer pour pas qu'ils soient pris à la gorge. Et, euh, et je leur ai dit du jour au lendemain où ils ont trouvé autre chose, ils partent. Je leur rends leur dépôt de garantie, je leur rends tout. Et, euh, et j'espère qu'ils trouveront rapidement, quoi. Parce que 550 plus les factures de chauffage qui vont arriver, bah ça va être compliqué, quoi. Et c'est triste. Et c'est triste. Bon, la transition est toute faite, hein, vu qu'on était en train de parler de l'État. Je vais enchaîner avec le système d'éducation. On sait tous qu'il est en grande partie obsolète. Avoir un diplôme à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a plus autant d'impact qu'avant. Avant, ouais. Avant, t'avais pas de diplôme, tu bossais pas. Maintenant, allez, peut-être le bac. Et encore, franchement, tu vois, j'ai, tu vois, je connais des gens, ils ont même pas le bac, ils ont bien réussi, tu vois. Ils ont ouvert leur petit truc et tout, et ils ont pas eu besoin du bac. Mais pourquoi, pourquoi il y a eu ce changement? Et on va voir en fait quelles compétences il nous manque en fait quand on quitte l'école. Donc on va voir ensemble les compétences cruciales que l'école ne nous enseigne pas. Et on commence tout de suite par le premier point, les amis. Comment apprendre? L'une des principales raisons pour lesquelles le système éducatif est défectueux, c'est qu'il vous donne quoi apprendre, mais on ne vous apprend pas comment apprendre. Nos conséquences, nos connaissances, elles sont filtrées par un mec, tu sais pas qui décide du programme scolaire, et toi tu as envie d'apprendre autre chose, eh ben non. T'es coincé avec ton programme scolaire. Plus encore, personne ne nous apprend réellement à apprendre. Ils vous disent mémorisez, apprenez par cœur, etc., etc. Et c'est pourquoi il y a tant de gens qui ont du mal à acquérir, à apprendre de nouvelles compétences après l'école. Parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment faire. Ils n'ont aucune idée de la façon d'apprendre, vraiment. Pour la plupart, en fait, et j'aimerais ne pas le dire, mais je vais le dire, pour la plupart, l'éducation s'arrête lorsqu'ils quittent l'école. Quand ils quittent l'université, ça y est, fini. Voire pire, quand ils quittent le lycée, c'est bon, j'ai fait mon labeur, j'ai participé au truc. Allez, c'est bon, le lycée c'est derrière moi, ma vie est toute faite. Eh non, c'est pas comme ça. Et comme le programme est rarement mis à jour pour refléter l'époque actuelle, l'époque à laquelle on vit, eh ben on reste avec des compétences qui sont coincées dans un passé et dans une mentalité qui ne fonctionne plus. Le marketing a vachement évolué. Est-ce que à l'école on t'apprend le marketing d'aujourd'hui? Non, on t'apprend des vieux trucs. Et moi je me souviens de mon parcours. Euh, mon père était vraiment à fond derrière moi, tu vois. C'est
comment dire, je sais pas comment, sans être méchant, parce que lui, pour lui, c'était, tu vois, il accordait vraiment une place importante de l'école sur la réussite. Et donc, quand je revenais avec un 12 ou un 13, pour lui, c'était de la merde, tu vois, c'était pas top. Il disait, ouais, Anthony, non, ça va pas, etc. Il me faut au-dessus de 15 et tout. Et parce qu'il était, je sais pas comment dire, cloisonné, tu vois. Pour lui, l'école, c'était le summum, le truc pour réussir dans la vie, c'est l'école. Et donc, le souci avec ça, c'est que, au final, alors attention, hein, par contre, mon père était à fond derrière moi et tout, je le remercie parce que je sais que s'il n'aurait pas été derrière moi, j'aurais pris certainement un, un autre chemin, peut-être un peu plus sombre, tu vois. Et le souci, en fait, donc je le remercie sur ça, mais le souci, c'est que, eh ben, au final, j'apprenais par, j'apprenais par cœur mes leçons, tu vois, et je recrachais mes connaissances. Et je me souviens, j'apprenais mot par mot. Et quand j'oubliais, tu vois, quand je devais répondre aux questions, etc., et que je me souvenais plus, et je reprenais ma leçon de tout début, tu vois, comme une poésie. Et dans ma tête, je la récitais dans ma tête, jusqu'à ce que je trouve. Et, enfin, jusqu'à ce que je reprenne le fil, tu vois. Et le truc, bah, c'est ça, c'est qu'au final, j'apprenais, mais je comprenais rien. Alors ouais, j'avais des bonnes notes, mais je comprenais absolument rien. La seule matière où j'arrivais pas à berner qui que ce soit, c'était en maths. Parce que en maths, c'est surtout du raisonnement. T'as beau apprendre par cœur, alors, à part l'étape de multiplication, t'as beau apprendre par cœur, si tu ne comprends pas, tu n'y arrives pas, tu vois. Donc mes notes en maths n'ont jamais été vraiment ouf, tu vois, j'étais aux 12-13, ce qui est raisonnable, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, moi, 12-13, 14, c'est cool. T'as au-dessus, c'est bien, mais je sais que moi, j'accorde pas une place aussi importante. Enfin, je sais que je vais pas accorder une place aussi importante pour l'éducation de mes enfants de l'école, tu vois. Je sais qu'il y a autre chose. Tu peux, l'école, t'en as besoin, c'est un peu, comment dire, la colonne vertébrale, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je sais que 3 000 € de loyer moins 1 000 € de crédit, ça me fait quasiment 2 000 balles de cash flow, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Non, je rigole, c'est bon. Deuxième point qu'on ne nous apprend pas, comment gérer nos ressources. Aujourd'hui, on a une pléthore de ressources à notre disposition, que ce soit votre temps, votre énergie, vos relations, votre argent. Mieux vous gérez vos ressources, meilleures sont vos chances de transformer la vie de vos rêves, la vie idéale, en réalité. On pourrait penser que une compétence aussi importante de savoir gérer sa vie, gérer son temps, gérer son argent, etc., c'est quelque chose qui devrait être obligatoire dans n'importe quel type d'école. Et moi, je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui, surtout on est en 2022, je ne comprends pas qu'il n'existe pas d'une matière qui t'apprend l'argent. Comment l'utiliser, etc., etc., les placements. Et ça, je trouve ça dingue. On ne nous apprend pas également à mettre en pratique. Combien de personnes sont intelligentes en connaissance? C'est les rois, hein. Franchement, tu vois, c'est les têtes. Par contre, tu vas les mettre en pratique, c'est des quiches. C'est des quiches. Et j'ai un exemple concret sur ça. C'est pareil, c'est mon cursus scolaire. À l'école, on avait un mec, vraiment, c'était l'intello, tu vois. C'était l'intello, le mec, il avait que des putains de notes. Et on s'est retrouvé en stage. Alors moi, j'étais dans un cursus scolaire, tu vois, un cursus commerce. Et donc, on se retrouve en stage commercial dans une boîte pour vendre des trucs. Et ce mec, en fait, c'est une quiche sur le terrain, c'est une daube. Tout simplement parce que il est full en connaissances, mais il arrive à rien. Il arrive pas à mettre en pratique ce qu'il a appris, tu vois.
Et vous savez, comme certaines choses, euh, tu sais comment certaines choses sont censées fonctionner, mais en réalité, tu sais pas comment les faire fonctionner réellement, tu vois. Imaginons, t'es fraîchement diplômé d'université. Tu peux pas dire à un recruteur, hey, j'ai 4 ans d'expérience universitaire. On va vous rire au nez. Ils vont refuser ta candidature parce que peut-être ce poste nécessite 5 ans, mais 5 ans d'expérience terrain, tu vois. Et donc, l'école, ça, je pense, hein, ça n'apprend pas vraiment comment faire les choses dans le monde réel. Ça commence à changer, c'est vrai, petit à petit. On va pas dénigrer ça. Ça commence à changer avec les stages, etc. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Par contre, je tiens quand même à le souligner, pour les cursus professionnels, moi je trouve que les cursus professionnels s'en sortent mieux sur ce point, parce qu'on t'apprend réellement un métier, on t'apprend de la manipulation, de la pratique, etc. Et ça c'est plutôt cool. Parce qu'un mec qui sort d'un cursus professionnel, eh ben, il est formé quand il sort. Alors ok, c'est pas, ça va pas être l'expert, tu vois, ça va rester un apprenti, mais il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus apte à commencer son métier. Quatrième point que j'ai noté, c'est qu'on ne nous apprend pas la confiance en soi et la confiance au système. Dans la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose. Dans les investissements, c'est pareil. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a des problèmes. Et ça fait partie du jeu, tu vois. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Et encore plus, tu vois, tu t'en rends compte encore plus quand tu essaies de faire quelque chose, quand tu as envie de faire bouger les choses. Tu peux te retrouver dans des situations où les choses te semblent chaotiques, pas très sexy, etc. Et en fait, dans ces moments, tu vois, si je mettais pause et je te dirais, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Je pense que tu serais pas très optimiste. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la confiance en soi et comment dire, la confiance dans le système devient cruciale. Tu sais que, voilà, t'es intelligent et tu sais qu'il n'y a pas de ligne droite vers le succès. Le succès en ligne droite, direct to the moon, ça n'existe pas. Alors, quand on est sur un bas, tu vois, quand on est sur une courbe descendante, eh ben, il est quand même important de dézoomer, de relativiser, et il faut regarder l'ensemble. Et tant que tu ajoutes constamment le 1% chaque jour à tout ce que vous faites, le processus se déroulera de lui-même, tu vois. Et ça va le faire. On continue avec le lâcher-prise. À l'école, si tu t'arrêtes, t'es considéré comme un perdant. T'es puni pour une décision que t'as prise parce que toi, t'avais considéré que, par exemple, ce truc-là, c'était pas pour toi. T'es puni, on te met une heure de colle. Voire pire, on peut même te faire redoubler et te faire perdre 1 an de ta vie, tu vois. Imaginons, t'es sur un cursus général et c'est pas fait pour toi. Il y a des gens que, voilà, le cursus général, c'est pas fait pour eux. Avant de lui faire perdre 1 an de sa vie, regarde réellement, peut-être que le gamin, ça va pas, tu vois. Peut-être que c'est pas ça son. Il peut pas apprendre dans ces conditions-là. Pourquoi tu vas le faire perdre 1 an de sa vie? 1 an, c'est quand même ouf. Et contrairement à la croyance populaire, euh, si tu commences quelque chose, t'es pas obligé de le finir. Si tu commences à lire un livre et que tu le trouves nul, tu vas pas le finir. Eh ben c'est pareil avec toutes les choses de la vie. Si tu démarres un projet et que tu te rends compte que bah peut-être que t'es pas encore capable de le terminer parce que t'as pas les connaissances, etc. Laisse tomber. Va apprendre les connaissances nécessaires et après tu reviens. Et il y a un dicton, tu vois, c'est les gagnants n'abandonnent jamais. C'est cool, hein, franchement, ça fait vendre et tout. Sur Insta, ça fait cliquer et tout, c'est magnifique.
Mais moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gagnants qui abandonnent souvent et on se rend compte que bah, tu peux quitter autant de fois que tu le souhaites et revenir. Et le principal, c'est de continuer à avancer. Donc le lâcher prise, c'est aussi quelque chose d'important. Lâcher prise pour reculer de une case pour avancer de deux, c'est mieux que de s'acharner et de ne pas avancer du tout. Donc apprenez aussi à lâcher prise. Allez, on continue avec savoir collaborer. On va être un peu honnête dans ce point. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez à l'école des travails en groupe? On connaît tous ces groupes de travail où il y a un mec qui fait 80% du job, tandis que le reste s'amuse. Ils font n'importe quoi. Et pourtant, c'est le contraire de la façon dont fonctionne la vraie vie. Le monde prospère grâce aux personnes qui collaborent les unes avec les autres pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Mais à l'école, le problème, c'est que bah, voilà, ces groupes de travail, ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique, hein, c'est pas légion. Et vous allez me dire, ouais, mais bon, Anthony, tu viens juste de dire que il y a un mec qui fait 80% du boulot et le reste, ils font nimp. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est que en travaillant en groupe, tu vois, moi, je suis d'avis que le cerveau collectif est beaucoup plus puissant qu'un cerveau solo, tu vois. Et il faut apprendre aux plus jeunes à travailler ensemble parce que ils vont pouvoir sortir des projets qui sont 100 fois au-dessus d'eux. Un projet qu'ils auraient jamais pu réaliser seuls, ils vont se rendre compte qu'avec l'aide de 3, 4, 5 personnes, ils sont capables de sortir un truc beaucoup plus puissant, tu vois. Et moi, je me souviens à l'école, quand on avait des exercices et qu'on s'aidait entre nous, tu vois, je me souviens des remarques genre ah, Anthony, l'exercice c'est individuel, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et pourtant, toute notre survie en tant qu'espèce humaine, elle est basée sur des personnes qui se sont toujours rassemblées en tribus, qui collaboraient les unes avec les autres pour avoir de la nourriture et surtout pour avoir la sécurité. Alors pourquoi cette compétence à se rassembler et à collaborer ensemble est non seulement pas enseignée, mais quelquefois punie à l'école? Je trouve pas ça normal. Ok, on continue avec les méthodes, trouver des solutions alternatives. Il y a plusieurs façons de dire la même chose et il y a plusieurs façons d'obtenir le même résultat. Mais à l'école, on t'apprend uniquement une façon. Dites n'importe quoi d'autre, même si vous avez raison, vous avez tort. Cela comment dire, cela te vide tout simplement de toute forme de pensée critique. Ça te force à prendre l'habitude d'attendre que quelqu'un te dise quoi faire, te dise quelle est la bonne réponse, au lieu de la trouver par toi-même. Et ça, je me souviens, genre, j'ai plus l'exemple en tête, mais je sais que ça m'est arrivé ce truc-là. Et tu sais, moi, je suis un mec un peu têtu, hein. Je suis un mec un peu têtu et moi, je veux qu'on m'explique. Quand je trouve la même solution que tu me dis non, explique-moi, tu vois. Et pour moi, c'était un truc de maths. Bon, j'ai plus l'exemple, mais c'est pas grave. On continue avec un autre point que je reproche à l'école. On nous apprend pas à comment fonctionne la vie. Dans le monde actuel, on doit payer une sorte d'abonnement à vie pour rester en vie et en bonne santé. Cet abonnement, il prend la forme d'impôts, d'inflation, de crédit, de retraite, de bureaucratie, de documents, etc. etc. Et si tu n'apprends pas à les gérer, eh ben, tu peux être expulsé du plan de vie, tu peux être un paria, et c'est une compétence assez importante à avoir, je trouve. Et pourtant, c'est quelque chose que tu dois apprendre par toi-même. Et moi, je trouve ça dommage que
tu fais des études et que tu finisses l'école en fonction de ton cursus, tu finis à 20, 22 ans, 23, 24, peu importe, mais que tu ne sortes pas de l'école avec ces connaissances de base, ces connaissances qui vont te driver toute la vie. Et c'est dommage. Et tant qu'on est dans tous les papiers, etc., etc., on parle des impôts, etc., on va parler du prochain point. C'est les problèmes mentaux et psychologiques. Il n'y a pas vraiment de rapport, mais c'était marrant, tu vois. Les impôts et tout, ça te met ça te fait mal à la tête. C'est vraiment des problèmes. Avant de commencer, je vais quand même faire une petite aparté sur la santé en général. Moi, je suis vraiment, on va pas dire choqué, tu vois, mais je suis ébahi par la consommation de médicaments en France. Je suis pas contre les médicaments, mais je suis contre la facilité dont on peut prendre des médicaments, tu vois. Personnellement, franchement, ça doit faire vraiment 5 ans que j'ai pas touché à un médicament. Et quand je vois certains membres de ma famille qui prennent un Doliprane à la moindre petite douleur, bah moi, je suis surpris, tu vois. Et je trouve ça triste, dès la moindre petite douleur, de prendre un médicament, etc. Je pense, je suis pas médecin et compagnie, hein, d'accord, hein. C'est vraiment mon avis personnel. Mais je pense qu'on détruit notre santé à prendre des médicaments. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai jamais pris vraiment beaucoup de médicaments. Et vraiment, alors, je touche du bois, hein, mon bureau, je touche mon bureau, je tombe très rarement malade. Sur les 5 dernières années, je crois que j'ai eu une semaine où genre j'étais vraiment pas bien. Euh, je n'attrape jamais la crève. J'ai rien, j'ai rien. Franchement, je touche du bois. Peut-être que je suis béni par les étoiles, tu vois, mais je pense que ma consommation, mon regard par rapport aux médicaments, il joue beaucoup. Revenons sur le sujet. Euh, mais j'ai pas trouvé de stat française. Mais on va rester sur une stat que j'ai trouvée aux States. Il y a plus de 25% des étudiants aux États-Unis qui prennent un médicament sur ordonnance. Un sur 4 prend des médicaments sur ordonnance. Mais les points soulevés dans ce genre de problème, ils sont généralement pas abordés à l'école, tu vois. Il y a personne qui va t'apprendre à gérer l'anxiété ou euh, tout autre problème qui va affecter ton comportement, ton humeur, etc. Et moi, je pense que plus tu vieillis et plus tu vas commencer à devoir traiter des problèmes comme ça, tu vois, comme l'anxiété, ton humeur, etc. Plus tu vieillis et plus ces problèmes vont devenir courants. Parce qu'ils sont normaux, en fait. Et il y a certaines conditions qui doivent absolument être traitées avec des médicaments, on est d'accord, hein. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas qui peuvent être gérés sans médicaments. Par exemple, ça vaut peut-être la peine de parler, je sais pas, à un thérapeute, à un psychiatre, pour voir bah, si tu peux renforcer ta résilience au stress, ton anxiété, au lieu de supposer que bah, les médicaments sont ta seule option. Et sur une note similaire, on continue avec le 10e point, la méditation. Moi, je suis pas un expert dans ce domaine, mais de tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu, est-ce que vous savez à quel point la méditation a un impact sur votre vie? Elle va améliorer considérablement votre concentration et comment dire, votre intelligence émotionnelle. Et c'est aussi le principal outil qui peut augmenter la confiance en soi. Ce dont beaucoup de gens ont besoin de nos jours, c'est juste de méditer en fait, pas prendre des médicaments. Et j'ai vu une stat la dernière fois, c'était genre 3 ou 4 personnes sur 5 qui réussissent utilisent une sorte de méditation pour améliorer leur vie. Et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et t'as pas besoin, hein, je vous vois tous venir, hein, si je vous parle de méditation, vous voyez le mec qui a les jambes pliées, avec le coude sur les genoux, les deux doigts qui se touchent, etc. Mais c'est pas que ça la méditation. Tu peux te poser, comment dire, être assis et vider ta tête. Et ça aussi, c'est un type de méditation. Pas besoin
de faire la totale, tu vois. Il suffit que tu trouves ce qui te convient pour toi et tu le mets en place. Et si ça te permet d'être mieux, c'est jackpot, tout simplement. Allez, on continue avec le prochain point. Alors, le prochain point, j'ai pas réussi à le définir vraiment. Je vais vous expliquer, mais je trouve que l'environnement de la classe est basé sur l'autorité et l'obéissance. Vous vous asseyez là et on vous dit, faites ci, faites ça, vous faites ce qu'on vous demande. Vous avez à peu près en fait rien à dire sur quoi que ce soit. Et en fait, je pense que ça vous apprend à garder la tête baissée et à passer inaperçu. Et ça se traduit plus tard dans votre vie par l'attente que d'autres personnes vous disent quoi faire. Et moi, je sais que j'ai été touché par ça. Vraiment, je sais que d'avoir été... j'ai vraiment été drivé par l'école et j'ai eu du mal à prendre des décisions. Parce que j'attendais toujours qu'on me dise quoi faire. Et ça, c'est un vrai problème. Vraiment, c'est un vrai problème. Et je sais que là, pour l'éducation de ma fille, enfin de mes enfants, je les forcerai à trouver eux-mêmes leur truc, tu vois. Je veux pas qu'ils soient... J'ai pas envie que ça devienne des moutons, j'ai pas envie que ils ont besoin que je leur dise quoi faire. Je veux développer, et ça fait écho aussi au développement de l'entrepreneur. L'école, de la façon dont elle agit avec ses élèves, ça forme pas des entrepreneurs. Ça forme des travailleurs. Ça forme des salariés. Pas des personnes qui sont là pour prendre des risques. Et ça s'est vu, hein. Alors c'est pas une généralité, ok. J'ai pas de stats, j'ai pas de données à avancer. Mais je pense que les meilleurs entrepreneurs, ils ont pas fait énormément d'études. Peut-être que je m'avance un peu trop en disant ça, mais je pense que école ne rime pas avec réussite, tu vois. Et j'enchaîne avec le point suivant qui est à peu près similaire, mais c'est l'école n'apprend pas comment gérer sa vie et sa complexité, parce que l'école est structurée d'une façon qui a pour but de plaire au plus grand nombre, à être un moule global, et tout au long du parcours, on te dit d'être présent, de faire ci, de faire ça, etc. Et quand tu deviens adulte, lorsque la vie vient frapper à ta porte avec tout son chaos et son imprévisibilité, bah t'es perdu. T'es perdu. Il n'y a pas de sonnerie pour dire que tu dois aller faire une pause. Il n'y a personne qui va te donner des devoirs à faire. T'es tout seul. Et donc si t'as besoin de quelqu'un pour te driver, bah t'es foutu. Et repartir à zéro, en fait, quand concrètement, si t'es tout seul, t'as besoin de tout comprendre à partir du niveau zéro. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. L'école nous apprend pas également à mesurer les bonnes métriques. Les notes, je pense que c'est une connerie pure et dure. Elles ne veulent absolument rien dire. Pour moi, les notes, c'est un filtre arbitraire qui n'a aucune valeur dans le monde réel. Et le problème, c'est qu'à l'école, tout le monde se soucie des notes. Et puis, un jour, tu rentres dans la vraie vie. Et il n'y a plus personne qui se soucie de tes notes. On va pas noter ta vie à te dire, ah ok, bah, ta vie, là, c'est 11 sur 20, c'est pas terrible. Non, parce que concrètement, cette métrique n'a aucune valeur en dehors du système scolaire. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. On continue avec la négociation. La négociation, c'est aussi un gros point problématique de l'école. Il y a tant de personnes qui ont peur des conflits parce qu'en fait, à l'école, on vous apprend pas à... En fait, on vous apprend à faire ce qu'on vous dit. On vous apprend pas à négocier. Et souvent, en fait, à cause de ça, c'est que la plupart des gens pensent qu'il est immoral d'essayer même de négocier, tu vois. Mais négocier, ça... On force jamais quelqu'un à se conformer à la négociation, tu vois. La négociation, c'est concrètement trouver un terrain d'entente sur une valeur mutuelle. Moi, lorsque je négocie, j'ai jamais mis
J'ai jamais mis le flingue sur la tempe à quelqu'un pour dire allez, accepte. Non. Et le problème, c'est que en fait, le manque d'aptitude à la négociation, ça se transforme en peur du conflit, qui va se transformer en obéissance et en médiocrité. Je te donne un exemple concret. Je suis parti en vacances au Maroc il y a 2 semaines. Et c'est un truc que tu vois tout le temps, hein. Quand tu pars en vacances, tu sais très bien que voilà, ce truc-là, tu le retrouves partout. Mais je prends le Maroc parce que voilà, j'étais au Maroc. J'ai plus les chiffres en tête, mais concrètement, en fait, tu vois, je suis parti avec de la famille au Maroc et elle voulait acheter un truc et le mec lui sort un tarot, un pharmacien. Le mec lui sort un truc genre 100 balles. La tête de homme, ça valait pas 30 balles. Et il lui a sorti 100 balles. Et elle, tranquille, hein, tranquille. Je dis, eh, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, non, le prends pas et tout. Il me dit 100 balles. Je dis, mais t'es complètement malade, ça vaut 30 balles, même pas ce truc-là. Et, du coup, je commence à négocier, tu vois. Et on le sait, tu vois. On le sait que le prix qui t'affiche, ça déjà, ça a la tête. Et 2 euros, tu peux diviser par 4. Easy. Et ben c'est ce qui s'est passé. Je lui ai négocié, elle allait lâcher 100 balles. Elle l'a acheté, je crois, à 25 ou 27, un truc comme ça. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens ont peur d'aller au conflit. Les gens ont peur de se prendre un nom. Et le non, ça n'a jamais tué personne, tu vois. On te dit non. Et bah c'est tout. T'avances, tu vas voir ailleurs. C'est pas grave. Et le non, ça a tellement une connotation négative. Les gens ont peur du non. Mais c'est pas grave en réalité. Bon voilà les amis, c'était l'épisode du jour. J'espère que... Dites-moi vraiment, ça m'intéresse. Peut-être que moi après, je suis peut-être un petit peu trop focus sur mon avis, tu vois. Peut-être que j'ai mes œillères et que je suis un vieux con. Mais dites-moi si vous aussi vous êtes d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains points que j'ai énoncés? Il n'y a vraiment pas de problème. Faites-moi un petit mail, un petit Insta, un petit DM. Et ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à soutenir le podcast 5 étoiles, 5 étoiles minimum. Le petit commentaire qui fait plaisir à son petit créateur. Je vous rappelle que la formation Améliorer ses finances personnelles est toujours disponible, toujours gratuite pour vous. Vous pouvez y aller, c'est une très bonne formation sur les finances personnelles. Vous avez accès à plus de 2 heures de vidéos, des modules, des documents à télécharger. Vraiment une formation bien complète, totalement gratuite. Et vous retrouvez les liens dans les notes de l'épisode. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas 1% chaque jour. Ciao, ciao, ciao!